maintenant, morceau sur le critère de suffisance lui-même que j'avais juste un petit peu introduit à ma précédente intervention. Donc, le truc, c'est que la suffisance, c'est quelque chose de général, c'est-à-dire que de mon point de vue, tout le monde veut un revenu de base suffisant. Seulement, la question, c'est tout le monde ne veut pas un revenu de base suffisant pour la même chose. Il y a des gens qui veulent un revenu de base suffisant pour en valider le principe, 1 euro leur suffirait. Il y a des gens qui veulent un revenu de base suffisant pour vivre décemment, même si c'est difficile à définir. Il y a des gens qui veulent un revenu de base suffisant pour pouvoir se débarrasser de toutes les aides sociales et c'est pas forcément, enfin tout le monde trouvera pas ça forcément une bonne idée. Enfin bon, tout le monde le veut suffisant, mais chacun le veut suffisant pour quelque chose d'autre. Moi, j'ai deux critères de suffisance. Il y a celui que je vous ai exposé tout à l'heure, qui est mon idéal, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas atteint le plein emploi, c'est que le montant n'est pas suffisant, faut le monter un peu plus. Et contrairement à Sébastien, j'ai l'espoir qu'on puisse arriver à un niveau qui permette que, avec les emplois encore disponibles, parce que je pars du principe qu'ils vont quand même pas tous disparaître, on finisse par à ce que tous ceux qui en souhaitent l'atteignent. Peut-être qu'on n'y arrivera pas. Et sinon, j'ai quand même un deuxième critère de suffisance qui est la suffisance minimum, en dessous de laquelle je préfère qu'on n'instaure pas de revenu de base. C'est que ça compense au moins les aides sociales et les prestations qu'on aura supprimées lors de la mise en place du revenu de base. C'est-à-dire, si on supprime le RSA, il faut que ce soit au moins au montant du RSA. Si on supprime le minimum vieillesse, il faut que ce soit au moins au niveau du minimum vieillesse. Enfin, faut au moins qu'il n'y ait pas de régression, quoi. Et tu aurais une idée précise des aides sociales à remplacer par le revenu de base que tu proposes, Henri? Alors moi, je me fixe une aide sociale précise qu'il faut absolument remplacer. Dans le pire des cas, on garde tout et puis il suffit d'avoir un revenu de base à 1 euro encore en plus pour ce critère minimum. Par contre, je me fixe les aides sociales que je ne veux pas remplacer, quoi qu'il arrive. Il n'est pas question de se séparer de la gratuité de l'éducation. Il n'est pas une question de se séparer de l'assurance maladie. Il n'est pas question de se séparer de l'aide aux personnes handicapées. Et il y en avait un quatrième du même genre que j'ai oublié maintenant. Mais bon, il y a ce genre de... Ah oui, et de l'assurance vieillesse non plus, il faut pas s'en débarrasser. Alors moi j'ai une version un petit peu différente du critère de suffisance, parce que pour moi la suffisance, je ne sais pas la définir et je vais donc argumenter sur le revenu de base par un côté structurel. Mais juste pour aller dans le sens de Henri, je pense qu'il faut qu'on comprenne tous que le revenu de base est un socle social. Et donc toutes les assurances qui ont été mises en place par l'État-providence, que ce soit vieillesse, santé, chômage, dépendance, handicap, etc., devront rester et devront s'occuper des cas particuliers où il y a besoin d'un surplus de rémunération. Donc, le revenu de base doit vraiment être ce socle. Alors, mon raisonnement, il est relativement élevé, donc les excédents, on va dire, sur les assurances peuvent être plus réduits, puisque globalement, typiquement, si on part de 1000 ou 1200 euros de revenu de base, une assurance chômage se structurera pour ajouter des montants à ça. Donc ce sera des montants variables inférieurs, mais ça continuera à être significatif. Typiquement pareil pour la santé et la retraite. Mais faut vraiment comprendre, et c'est un mot que je pense que tout le monde utilise, c'est vraiment un socle, et ça pourra répondre à la critique que beaucoup nous font de néolibéralisme déguisé, où on va nettoyer l'État-providence et le liquider grâce à ça. On n'est pas là pour ça, on est là pour mettre en place un système qui est plus juste en termes de redistribution, plus efficace aussi en termes de personnes utilisées et de capacité à atteindre ceux qui y ont pas recours, et puis surtout un système qui est beaucoup plus lisible et compréhensible par la population, parce qu'on va sortir du maquis des aides qui deviennent rapidement incompréhensibles. Ok, donc pour toi, Sébastien, ce critère de suffisance, il serait basé sur quel sur quoi plus précisément? Alors vous avez peut-être vu ma vidéo, en tout cas je sais que Christian l'a vu, puisqu'il a le mot violence qui l'a agressé. Il est utilisé à dessein ce mot violence, puisque finalement il est là pour expliquer à quel point le concept de propriété a été historiquement problématique en termes de justification à la fois philosophique et économique. Puisque bon, la propriété des biens, de la terre et de tout ce qu'il y a autour
a été historiquement l'objet de guerres et de violences extrêmement importantes. Il suffit d'ouvrir un bouquin d'histoire pour voir la succession de guerres et de transformation des territoires et tous les sujets qui ont lieu autour. Donc il y a un vrai problème sur la propriété à l'origine. Et puis il y a un deuxième problème dans lequel je vais pas trop rentrer parce que là on pourrait être très philosophique sur la question de la propriété exclusive qu'on a sur soi, alors que la société nous fournit quasiment la majorité de la valeur que l'on a nous, de compétences, nos réseaux, nos capitaux, notre famille, qui sont des choses extérieures qui viennent créer la valeur qu'on a économique qu'on a en tant que personne, qui donc normalement devrait nécessiter qu'on partage cette valeur plutôt qu'on ait une propriété exclusive. Bref, grosso modo, le revenu de base que je défends est un revenu qui est relativement élevé, même très élevé, puisqu'il arrive à 50% du PIB, puisque c'est en termes macroéconomiques, et c'est le résultat d'une négociation pour justifier la propriété entre ceux qui n'auraient rien et ceux qui auraient tout presque, et qui permet de dire qu'on va pouvoir démarrer l'économie sur des bases rationnelles où on est d'accord pour que la propriété soit appropriée d'une certaine façon tant qu'on partage les fruits de cette propriété, c'est-à-dire la production. Et donc ça arrive sur une justification très structurelle du revenu de base comme étant une sorte de droit fondamental. On ne peut pas créer une démocratie avec de la propriété sans qu'on ait eu cet accord et cette redistribution à la base. Donc finalement, on pourrait considérer que c'est un droit de chacun d'avoir ce minimum d'argent, parce que c'est la seule façon pour avoir l'accord de tous sur la propriété et sur son utilisation. Ok, donc et pour avoir un ordre d'idée, ça représente à peu près combien les 50%? Alors, en ordre d'idée, je vais faire court parce qu'il y aurait des taxes sur un revenu brut, mais grosso modo, ce serait entre 1000 et 1200 euros par mois en France par rapport au PIB que l'on a actuellement dans notre pays. Donc évidemment, ça a des impacts extrêmement forts sur la taxation du travail, sur la TVA, sur l'impôt sur le revenu, sur les assurances sociales qui sont évidemment beaucoup transformées. Donc je le dis parce que c'est quand même la limite la plus forte de mon projet, c'est que c'est assez révolutionnaire comme façon de faire. Il faudrait refonder un État-providence, il faudrait refonder une façon de fiscaliser, il faudrait refonder une façon de traiter les flux. Donc je le conçois, c'est extrêmement ambitieux et ce sera pas la vision pragmatiste des marrons petits pour monter plus tard. Alors, première réaction, il me semble que pour ton partage de la propriété, Sébastien, tu t'appuies, enfin tel que j'entends ce que tu me dis, des choses qui sont proches des clauses lockéennes sur la limite de l'appropriation des biens publics, enfin des biens qui sont publics au départ avant qu'on commence à faire de l'appropriation. Mais je me demande qu'est-ce qui t'amène à un critère de 50%? Qu'est-ce qui fait que 50% du PIB c'est mieux que 45% ou 55% ou tout autre chiffre? J'imagine que tu y as réfléchi et qu'il y a une raison qui t'a mené à ça. Et ensuite, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est à peu près impossible de définir ce qui est suffisant pour vivre dignement ou pour vivre bien ou autre chose, parce que chacun voit midi à sa porte et que il y a des gens qui pourraient se suffire je sais pas moi, 800, 1000 euros ou 1200 euros, et il y a des gens pour qui en dessous de 1500 c'est pas possible. Enfin bon, chacun a une autre idée, et c'est d'ailleurs pour ça que moi je vois ce critère pour que tous ceux qui veulent un emploi en trouvent et trouvent des heures d'emploi, c'est-à-dire que ceux qui peuvent se suffire d'un revenu de base, si ils ont le droit de travailler quand même, hein, s'ils veulent, mais s'ils décident de s'en suffire, c'est que ça leur suffira. Et puis ceux à qui ça suffit pas, ils travailleront en plus, mais ce sera facile de trouver ce travail. Alors, pour répondre à ta première question, Henri, c'est une question en fait de théorie des jeux. Quand on rentre dans cette idée de négocier son accord sur la propriété contre finalement une rémunération, on se pose la question de quel serait le résultat de cette théorie des jeux entre deux individus à l'extrême de chaque spectre. Donc celui qui aurait rien, qui aurait aucun talent, aucun bien à l'origine, qui serait là en train de dire la seule chose que j'aime moi c'est le fait que je dois donner mon accord pour qu'on puisse utiliser la propriété de façon rationnelle. Ce serait une forme de justice en fait relativement contractuelle. Puis l'autre côté du spectre, c'est quelqu'un qui a énormément de talent et puis une énorme propriété,
et qui voudrait juste essayer de conserver la majorité des produits qui en sont ici. Et lorsque tu fais la négociation entre ces deux personnes, ben, tu arrives à ce 50-50 en disant, bah voilà, comme on est chacun un peu de chaque côté, parce qu'on a chacun finalement un peu de talent, un peu de bien en fonction de là où on veut se positionner, on peut accepter que ce curseur se place à 50-50, puisque finalement, le plus pauvre dirait, bah oui, à 50-50, on partage en deux, donc je laisse le plus riche motivé, et donc il va travailler pour optimiser finalement cette production. Mais en même temps, je me fais pas avoir par quelqu'un qui en prend plus que moi. Donc, de l'autre côté, il y aurait le même raisonnement de la part du plus riche qui dirait, OK, à 50-50, j'en perds la moitié, mais il m'en reste une moitié, donc j'ai encore une motivation forte à exploiter à la fois mes talents et mes biens, pour faire en sorte que la production soit élevée. C'est vraiment une question, je vous renvoie vers Rawls sur ce sujet-là, parce que c'est finalement une sorte d'embryon de ce type de négociation contractuelle. C'est la théorie de la justice sortie en 1970, qui a un peu révolutionné la pensée de la justice et qui est extrêmement éclairante sur ces façons de penser une négociation contractuelle en théorie. Euh, pour moi, voilà, la façon de faire, c'est vraiment le raisonnement basique de deux personnes qui sont à l'opposé et qui se mettent d'accord sur la moitié. Ah oui, j'ai pas répondu à ta deuxième question, oui. Qui était, c'est pas une question, mais je crois que c'était juste un sujet de plein emploi, non? C'était pas vraiment une question. Je t'expliquais que j'étais d'accord avec toi sur le fait que ce qui est suffisant pour chacun, c'est difficile à définir, et que du coup, j'avais une méthode pour que chacun finisse par obtenir ce qui lui semble suffisant à lui. Alors oui, alors moi j'ai deux problèmes par rapport à cette question de plein emploi et d'obtenir ce qui est suffisant. Alors le premier, c'est évidemment le plein emploi dans quel périmètre, parce que si c'est le plein emploi avec les autres pays, puisqu'on est dans des systèmes ouverts et en concurrence, je vois pas bien comment on va arriver à empêcher l'emploi d'aller ailleurs ou de revenir en fonction des niveaux de production et de la compétitivité des économies. Et puis bah, le deuxième, c'est que je considère qu'avec la disparition, vous en avez parlé, avec la diminution du travail rémunéré et plutôt vers un travail de création, on va avoir des gens qui seront toujours en nombre supérieur à la disponibilité du travail. Et donc, il y aura moins de travailleurs, mais qui auront une qualité telle qu'on pourra tous redistribuer significativement à des gens. Mais voilà, comme je supprime pas la notion d'envie de l'être humain, il y aura toujours des gens qui auront envie de trouver des métiers mieux rémunérés, qui ne le trouveront pas, et donc qui se trouveront dans une forme de chômage. Et je préfère qu'ils soient au chômage finalement que dans un travail extrêmement subi où ils sont malheureux. Donc, ça c'est plutôt un choix social. Parce qu'on veut forcer les gens à aller mettre au travail, et donc on baisse les assurances chômage, pour les forcer à aller bosser, et on dit qu'il y a le plein emploi, et voilà. Mais les gens sont malheureux de faire des jobs mal payés et désagréables. Et est-ce qu'on dit, bah non, on accepte qu'ils soient à une certaine période de chômage, le temps qu'ils trouvent ce qui leur plaît, ou qu'ils créent ce qui leur plaît. Ouais, contrairement à toi, je pense qu'on peut toujours atteindre un équilibre. Je donne un exemple exagéré, mais disons que on n'est plus besoin que d'une personne sur 1000 pour faire le travail, tellement la productivité a explosé, et que bon bah forcément il y a franchement plus beaucoup de demandes de travail. Si tu fais un revenu de base à 10 milliards d'euros par mois, tu auras peut-être aussi qu'une seule personne sur 1000 qui aura envie de bosser. Ah bah, je pense qu'on aura zéro. Enfin, ça dépend, ce sera toujours relatif en fonction des individus, puisque c'est la différence de revenus entre les individus qui est surtout importante en général. Parce qu'il y a 10 milliards d'euros, je pense que ça va être compliqué de la mettre en place. Mais je comprends ton point de retirer les individus du travail en faisant un revenu de base élevé. Je pense que empêchera, ça empêchera pas une partie de la population de vouloir plus que les autres. Mais ça, c'est un peu la course à la gloire et à la différenciation. Si vous avez un peu de temps, vous irez lire Veblen et la consommation ostentatoire et les trophées sociaux xpédiens. C'est assez magnifique pour expliquer cette tendance de l'humanité à rivaliser, à se différencier. C'est quand même extrêmement perturbant quand on dit qu'une partie de l'humanité peut penser comme ça et donc vouloir travailler et gagner plus pour le plaisir de gagner plus par rapport aux autres.
Et puis par rapport à ton sujet de 1 pour 1000, moi je suis d'accord, il peut y avoir à la fin un seul travail pour 1000 personnes et des centaines de robots autour. Est-ce que ce sera mal, est-ce que ce sera bien? Moi je penche sur le côté ce sera bien. D'autres gens pourraient me dire ah non c'est mal. Je pense qu'on pourrait se retrouver, Henri, si on changeait le mot travail vers activité, parce que ensuite il y a plein de gens qui auront des activités sûrement épanouissantes, mais qui ne seront pas dans le cadre d'un travail rémunéré, qui sont plus dans leur cadre personnel d'activité sociale. On est d'accord là-dessus. Et donc, auquel cas, ces personnes qui seraient en activité mais en dehors de l'emploi, par contre, ne seront plus rémunérées à hauteur de leur activité, mais seront rémunérées sur une base lissée, entre guillemets, si j'ai bien compris. Bah, ceux qui seront en dehors de l'emploi, ils auront le revenu de base. S'ils font aucun travail contre de l'argent, ils auront pas d'argent autre que le revenu de base. Voilà, ça c'est une des limites de notre façon de comptabiliser la production, le PIB à l'heure actuelle, c'est on oublie les productions non monétaires. Donc, il y a eu un grand débat féministe sur ce sujet-là. On peut essayer de vous montrer qu'en fait, la production domestique des femmes, c'est très importante, devrait être intégrée dans le PIB. Parce que même si elle n'est pas monétisée, elle renvoie beaucoup, beaucoup de valeur aux enfants, aux pères, etc. Alors, c'est une vision assez historique de la famille, hein, où la mère fait tout et l'homme fait rien, mais c'était quand même un débat assez justifié sur, même quand il y a des échanges non monétisés, bah, c'est quand même une production, une création de valeur qu'on devrait intégrer dans les PIB. Dans ce cas-là, j'ai deux questions pour toi. Première, quand tu dis 50% du PIB, est-ce que dans le PIB que tu considères, tu parles aussi de la production non monétisée ou seulement 50% de la production monétisée? Et la deuxième question, quand tu me parlais de la théorie des jeux, là tu parlais un acteur contre un acteur, un riche contre un pauvre ou autre chose, mais il peut y avoir une dissymétrie, si ça se trouve, il y a deux riches pour cinq pauvres ou le contraire, ou peu importe, est-ce que tu tombes toujours sur 50% s'il y a dissymétrie entre les acteurs? Oui, je tombe toujours sur 50% parce que je considère que c'est une négociation théorique entre deux extrêmes absolus et celle qui permettrait à chacun qui se trouve entre ces deux extrêmes d'accepter ce deal. En fait. Le sujet, c'est de dire voilà, on va pas essayer de faire un rapport de force démocratique puisqu'on veut avoir l'unanimité des gens. L'objectif, c'est que tout le monde soit unanime en disant ça, c'est juste. Donc finalement, que l'on soit le plus pauvre ou le plus riche, on pourrait être d'accord. Donc si on se trouve entre ces deux, eh ben on pourra être d'accord aussi. Je ne veux pas rentrer dans cette critique de la démocratie comme dictature de la majorité, où une majorité pourrait imposer à une minorité des choses extrêmement peu justifiables. Donc je suis vraiment dans un critère compliqué de négociation, où il faut que tout le monde accepte. Et puis sur ta première question, non, je prends pas, je prends un PIB en monétaire. Je suis d'accord avec les critiques de la limite du PIB, mais comme on parle en euros et que notre monnaie est assez limitée, si je commence à vouloir redistribuer un PIB qui est non monétisé, je vais obligé d'être dans la création monétaire permanente qui risque d'être extrêmement néfaste en termes de masse monétaire et d'évolution des prix. Donc, malheureusement, le PIB est un mauvais outil, mais au moins il mesure en euros ce qui est échangé en euros. Donc, plus qu'à espérer qu'ensuite on trouvera des moyens plus objectifs d'évaluer un PIB et d'avoir de la manipulation de tout ça, mais c'est compliqué. Ça veut dire que plus il y aura de bénévolat, plus la société va se démonétiser et plus ton revenu de base va chuter. Exactement. C'est un des problèmes de l'économie du don. C'est qu'on n'a plus de monnaie pour échanger, et donc n'ayant plus de monnaie, soit tout le monde donne, soit on va se retrouver avec deux systèmes qui vont être un petit peu en opposition frontale et brutale, puisque ceux qui voudront vendre des biens monétaires avec une valeur monétaire en face, se retrouveront entre guillemets avantagés contre ceux qui voudront juste donner des biens et des services. Donc à la fin, il y a quand même une sorte de dichotomie un peu fondamentale qui se crée et qui d'ailleurs pose un problème sur une évolution de nos sociétés vers tout monétaire.